Aujourd'hui, je vous propose une expérience de pensée, celle de l'âne de Buridan. C'est quoi une expérience de pensée? Une expérience de pensée, c'est comme une expérience en imagination. On l'utilise quand on se demande ce qu'il se passerait dans une certaine situation, mais cette situation n'existe pas réellement, on l'imagine. À quoi ça sert? Cela permet de réfléchir sur certains sujets, de résoudre un problème par exemple. C'est curieux ce titre d'Anne de Buridan, je n'ai jamais écrit une telle histoire. Effectivement, mais on a appelé l'âne de cette histoire l'âne de Buridan, il y a très longtemps. Alors, dans notre ronde aujourd'hui, nous accueillons Baruch Spinoza, René Descartes, Gottfried Leibniz, Jean Buridan, Marie-Lou et moi-même Christine. Je vous laisse vous présenter. Je suis Baruch Spinoza, je suis né en 1632 et je suis mort en 1677. Je suis donc un philosophe du XVIIe siècle, néerlandais d'origine portugaise. Je suis René Descartes, je suis né en 1596 et je suis mort en 1650. Je suis aussi du XVIIe siècle et je suis français. Je suis Gottfried Leibniz, je suis né en 1646 et je suis mort en 1716. Je suis donc de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Et je suis philosophe allemand. Je suis Jean Buridan, je suis né en 1301 et je suis mort en 1358. Je suis un philosophe français du XIVe siècle. Je suis Marie-Lou. Je suis Christine. À présent, je vous propose d'écouter cette histoire. L'âne de Buridan. Après une journée harassante, un âne rentrait chez lui. Il était affamé, il était assoiffé. En s'approchant, il vit un panier rempli de foin et un seau plein d'eau. Il se mit à égale distance de l'un et de l'autre. Il avait autant faim que soif, le foin et l'eau lui faisant pareillement envie. Il regarda alternativement le panier rempli de foin et le seau rempli d'eau, sans savoir décider par lequel il commencerait. Lorsqu'il pensait se diriger vers l'un, aussitôt il pensait à l'autre et inversement. Durant 2 longues heures, il resta ainsi, hésitant. Allait-il commencer par le foin? Allait-il commencer par l'eau? Tant et si bien qu'à la fin, ne parvenant toujours pas à se décider pour l'un ou l'autre, le pauvre animal mourut de faim et de soif. C'est triste. Ah oui, je me souviens, c'était une histoire d'Aristote et de Al-Ghazali. Dans son livre intitulé Du ciel, Aristote se demandait comment un homme se décide entre 2 repas également attirants. Cette petite histoire permet de réfléchir sur la liberté et le choix. Est-on libre de choisir? C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. J'ai écrit un commentaire très complet du livre d'Aristote, et dans ce que j'ai écrit, ce n'était pas un âne mais un chien qui était confronté à ce cruel dilemme. J'ai mis en scène cette alternative insensée. En fait, c'est un dilemme absurde. C'est quoi un dilemme? Un dilemme, c'est quand on doit faire un choix entre plusieurs possibilités contraires, comme ici faire un choix entre le foin et l'eau. Quel que soit le choix fait, il y a un inconvénient. Pourquoi maintenant c'est un âne alors que dans l'histoire c'était un chien? Probablement parce qu'on a toujours pensé qu'un âne, c'est bête. À l'origine, cette notion de libre arbitre vient de saint Augustin au IVe siècle, qui cherchait à comprendre comment le mal est possible sur terre alors que Dieu existe. Puisqu'il est tout-puissant, pourquoi permet-il la guerre, la faim, etc. Pourquoi y a-t-il des injustices? Pour saint Augustin, Dieu n'est pas responsable du mal, c'est l'être humain qui est fautif, car Dieu lui a donné le libre arbitre.
la capacité de mal agir ou de bien agir. Il est donc responsable de ses choix. Il est responsable de ce qu'il fait de bien ou de mal. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur la liberté de l'homme quand la décision lui revient complètement, c'est-à-dire quand ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui décide à sa place, même s'il ne se rend pas toujours compte qu'il est influencé. Il est évident que nous avons une volonté libre, ce qui fait que on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. La volonté humaine n'est pas contrainte par des causes extérieures. Ce n'est pas parce que quelque chose est désirable, ce n'est pas parce qu'on a envie de quelque chose que l'on cède forcément cette envie, contrairement aux animaux. Nous restons libres en toutes circonstances et on ne peut pas être contraint, être obligé de dire oui ou de dire non, même si des causes extérieures nous déterminent, c'est-à-dire même si elles nous obligent à faire quelque chose. On peut quand même refuser. Les animaux, eux, sont dépendants de leurs instincts, de leur nature. Les humains peuvent décider autrement. Et j'ajouterai que même si en réfléchissant, je pense qu'une idée n'est pas bonne, par exemple si je pense que je ne dois pas faire telle chose parce que c'est dangereux, eh bien je peux quand même vouloir la faire. On peut nous démontrer qu'on a tort et pourtant, on continuera à penser qu'on a raison. Pour en revenir à l'âne de Buridan, un être humain mis dans les mêmes conditions peut faire un choix entre boire ou manger, en premier, même s'il a également faim et soif. Et même si notre réflexion nous fait dire qu'il vaut mieux commencer par boire, par exemple, on peut choisir de commencer par manger. Cette histoire d'âne de Buridan est une explication commode de la liberté de la volonté. Si on suppose un homme au lieu d'un âne, dans cette position d'équilibre, ne sachant choisir et se laissant mourir de faim et de soif, cet homme ne serait pas une chose pensante, mais plutôt un âne stupide. Les animaux ne peuvent pas modifier ce que leur nature les oblige à faire ou à être. Il n'y a que les humains, grâce à leur intelligence, qui peuvent le faire. Mais en définitive, un homme qui se laisserait mourir de faim et de soif serait-il stupide? Je ne sais pas. Si je me trompe, ce n'est pas parce que ma volonté dépasse ma compréhension et ma réflexion, mais parce que je n'ai pas réfléchi correctement et que je ne vois pas la vérité. Je ne pense pas que le libre arbitre existe. On est influencé. Il y a même des influences que nous ne percevons pas. Tout événement a une cause. Jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause, ou du moins une raison déterminante. C'est-à-dire une raison qui fait que l'on agit de telle ou telle façon ou que l'on parle de telle ou telle manière. Selon vous, monsieur Descartes, on peut donc dire que la capacité d'un être humain à faire ou ne pas faire une action, pour choisir n'importe laquelle entre plusieurs possibilités qui se présentent à lui, montre qu'il possède un libre arbitre, il peut décider lui-même. C'est ce que vous appelez la liberté d'indifférence, puisqu'on peut choisir entre deux choses identiques, c'est-à-dire deux choses qui ne sont pas différentes. Elles sont indifférentes et c'est pour cela qu'on appelle ça la liberté d'indifférence. Les hommes sont libres de faire les choix qu'ils veulent, grâce à leur volonté et à leur libre arbitre, même si leur choix est illogique. Et selon vous, monsieur Spinoza, la liberté n'existe pas. En réalité, nous ne sommes pas libres. La liberté est une pure illusion. Si nous croyons être libres, c'est simplement parce que, lorsque nous agissons, nous ignorons les causes de nos actions. Mais alors, si nous ne sommes pas libres de choisir et que c'est quelque chose qui nous pousse à dire ou à faire une action, ça veut dire que nous ne sommes pas réellement responsables de nos actes. Dans ce cas, personne ne doit aller en prison ou être puni. Non, pas du tout. Il se pourrait qu'il soit utile de les punir ou de les mettre en prison pour leur apprendre que ce n'est pas bien, ce qu'ils ont fait, ou pour protéger les autres, la société. Un humain qui doit choisir entre plusieurs comportements possibles doit toujours choisir le plus grand bien pour lui. La volonté peut permettre de retarder le choix à faire pour bien étudier la question. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Il faut prendre le temps de réfléchir aux résultats, aux conséquences. Pour moi, cette liberté d'indifférence est le plus bas degré de la liberté, parce que le choix qu'on peut faire ne dépend pas forcément de la réflexion du sujet, de son intelligence. Si, puisque c'est lui qui aura réfléchi à ce qu'il veut faire. Sa décision ne sera pas forcément intelligente.
Ce sera peut-être seulement une envie. Ce ne sera pas parce que c'est mieux pour lui du point de vue de son intelligence. C'est à cause d'un manque de connaissances. Mais si grâce à ta réflexion tu te rends compte qu'une chose est meilleure pour toi plutôt qu'une autre, alors tu seras davantage libre. C'est vrai qu'avec le libre arbitre, je peux faire un choix qui sera un moins grand bien pour moi que si j'avais fait un autre choix. Par exemple, je peux choisir de manger une plaque de chocolat parce que j'aime ça, plutôt que de manger un fruit qui serait meilleur pour ma santé. On n'agit pas toujours suivant ce qui est le mieux pour nous. Pouvoir choisir l'un ou l'autre indifféremment, c'est dans ce cas le fruit du hasard, comme décider en faisant pique-nique douille, ou alors c'est du caprice. La liberté, ce n'est pas plutôt d'être capable de faire les meilleurs choix possibles sans se laisser diriger par des envies, des caprices ou par le hasard? De toute façon, le problème avec cette expérience de pensée, c'est qu'il est impossible que deux choses soient exactement semblables. On ne peut pas avoir autant faim que soif. Il y a toujours une différence. L'âne choisira le foin ou l'eau selon ce qui l'attirera le plus sur le moment. C'est ce qu'on appelle l'argument des indiscernables, et ça n'existe pas. Les choses ne sont jamais identiques. Le foin et l'eau sont deux choses bien différentes. Et puis, il arrive qu'on ait des motifs inconscients pour se décider. On peut avoir une motivation inconsciente. Par exemple, Marilou, tu peux choisir de porter une robe rouge et penser que c'est parce qu'elle te va bien, et avoir oublié que la veille, tu as sympathisé avec une fille qui avait justement une robe rouge. Le libre arbitre, c'est le pouvoir de choisir réellement soi-même, sans être influencé d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'on dispose d'un certain contrôle sur soi, sur ses actes, ses pensées, ses émotions, qui font qu'on agit de telle ou telle façon ou qu'on n'agit pas. Bien sûr, pour être en mesure de choisir, il faut qu'on puisse réellement faire un choix. Par exemple, si je dois me déplacer, je peux choisir entre ma voiture ou le train, encore faut-il que j'aie une voiture et qu'il y ait un train. Mais nous avons vu qu'il n'est pas sûr que nous soyons libres. D'abord, parfois on agit mécaniquement sans réfléchir, comme un réflexe ou une habitude, ou alors à cause de nos émotions qui nous dirigent, ou des préjugés que nous avons. Par exemple, nous choisissons de ne pas aller à une fête en pensant que c'est parce que ça ne nous intéresse pas, alors qu'en réalité, on n'y connaît personne et on sera mal à l'aise. Parfois, ce sont les circonstances qui décident pour nous. Ça peut être aussi parce qu'on a appris certains comportements ou ne pas faire certaines choses, par exemple voler, tuer, respecter le code de la route. Et parfois, on fait des choses parce que les autres le font. En fin de compte, on peut dire qu'avoir un libre arbitre, c'est savoir pourquoi on dit et on fait les choses et on choisit en fonction de ce que l'on sait et de ce que l'on veut en prenant en compte ce qui est le meilleur pour soi. Bravo Marilou, tu as bien résumé. Merci à tous et à bientôt.